Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous couvrons un film dans l'univers cinématographique de DC Comics. Rorschach's Journal. Wait, what? You're like a mile away from me right now. All I see is mouth moving. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant de tous les aspects du film. I guess there's a plan for all of us. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. Save Martha! Bonne écoute. Why so serious? Bienvenue à l'aile E de l'asile d'Arkham. Aujourd'hui, on parle de Joker, Folie à deux, sorti en 2024 et réalisé par Todd Phillips, avec Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Brendan Gleeson, Catherine Keener et Zazie Beetz. Je suis Mathieu et non, malheureusement, j'ai aucune blague à vous raconter aujourd'hui. Alors, bienvenue à la rétrospective des films de DC, où j'ai aucune idée à quel épisode qu'on est, là, genre 47 ou quelque chose de même. Rétrospective qu'on a couvert tout ce qui est DC, incluant les films d'autrefois là, qui ont commencé avec Superman and the Mole Man, en passant par, bien sûr, Superman 78 et plus que ça, toute la créature du marais, Supergirl, toutes sortes d'affaires, Jonah Hex, Constantine, tout ce qui était de DC puis de super-héros. Puis finalement, ben, c'est ça, on a passé là, tout le Man of Steel, tout ça, là, c'est ce qui était là, le Snyderverse. Puis là, ben, c'est même si ça aujourd'hui, le film ne fait partie là, d'aucun univers. C'est plus quelque chose qu'ils veulent appeler comme des Elseworlds ou quelque chose de même. Là, mais c'est ça. Fait qu'on on continue pareil, ça fait partie là, de l'univers de DC. Puis c'est ça, dans le fond, on fait la suite du film de Joker de 2019. On fête en même temps le 5 ans de cette existence-là du film. Un film qui a fait énormément d'argent dans le temps, puis que dans le fond, qui avait comme quasiment pas le choix là, de faire une suite. Je pense que jusqu'à récemment, là, dans le fond, là, c'était le film le plus rentable qui était R-rated, qui avait fait au-dessus d'1 milliard, puis ça a été dépassé par Deadpool, mais c'est ça, je veux dire, c'est comme à peu près impossible là, de concevoir qu'on ne fait pas de suite à un film qui fait autant d'argent. Ça arrive, c'est rare, mais ils l'ont fait pareil. C'est un peu l'idée un peu à Joaquin Phoenix que lui, en bout de ligne, qui ne fait aucune suite de film, quelque part, quand il avait filmé le film, il était rattaché un peu au personnage, puis il se disait qu'il y avait quelque chose encore à dire au personnage. Le personnage n'était pas complet dans sa tête. Fait que il a commencé à tout de suite travailler là, pour faire une suite tranquillement. Ben, il a lancé des idées. Il a supposément eu un rêve pour parler là, de qui se voyait sur une scène en train là, avec le personnage d'Arthur Fleck. Fait que ça lui a donné un peu des idées. Il est allé voir le réalisateur Todd Phillips puis l'écrivain initial du film, le premier film, puis il a comme un peu lancé des idées. C'était supposé de partir là, peut-être pas dans une suite de films. On pensait peut-être là, une production là, sur une production Broadway ou quelque chose de même, là, d'après ce que je peux comprendre, mais en tout cas, on avait commencé à avoir des plans, puis finalement la COVID s'est mêlée à ça, puis finalement ben, on a un peu tout recyclé, on a commencé un peu à réécrire un autre script, tout ça, puis finalement ben ça a donné là, le film là, qu'on va parler aujourd'hui. Mais c'est ça, fait qu'en gros c'est comme ça qu'on s'est rendu au film, mais je vais faire juste une petite pause. Si des fois, là, je vais juste vous lancer. Là, si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, ben, bienvenue de 1. Et de 2, ben, si maintenant vous voulez voir qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce que j'ai parlé dans le passé, des fois, juste voir le catalogue du podcast, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Vous allez trouver des liens pour toute la rétrospective de DC qui a été faite, tous les films au complet. Dans ce temps-ci, je suis en train là, de commencer à parler là, de tout l'univers DC tranquillement. C'est sûr que je ne vous fais pas d'illusion du tout. Je suis un petit peu plus DC que Marvel. Mais je commence à m'embarquer un peu plus là, dans cet univers-là de Marvel aussi pour quand même comprendre un peu là,
cet univers-là que je commence à trouver un petit peu fascinant, mais en tout cas, là, on a fait une coupure, on a parlé des 2 derniers Hulk les 2 dernières semaines, puis là, on en revient à DC. Puis on va continuer Marvel là, un peu plus tard, là, vers la fin de l'année. Là, on va se rendre là, au premier film d'Avengers, mais j'ai l'intention là, d'être un petit peu plus préparé là, aussi là, pour commencer à lire un peu plus là, de livres là, de la franchise Marvel. J'en ai lu une couple là, pour embarquer là, quand même là, avec le film d'Iron Man, mais en tout cas, vous pouvez écouter qu'est-ce que j'ai dit dans le passé. De toute façon, là, pour Hulk, c'est mieux détaillé que le podcast d'aujourd'hui. Là. Mais c'est ça, il y a d'autres rétrospectives là, aussi que vous pouvez entendre là, ou avoir des liens directs comme la franchise des Missions Impossibles, des James Bond, des toutes sortes d'autres franchises aussi dans l'horreur, les Vendredis 13. En tout cas, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Je suis rendu à peut-être à ma 25e franchise, je ne sais pas trop. Là. Puis plusieurs films solo. Fait que c'est plus facile pour vous là, d'aller là puis pouvoir tout de suite échantillonner qu'est-ce que le podcast a fait. Sinon, vous pouvez suivre le podcast sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Puis en même temps, j'en profite si maintenant vous êtes un auditeur fidèle du podcast et vous voulez trouver une manière là, pour encourager le podcast, que ce soit par écouter le podcast, publier, republier ou parler du podcast, là, juste comme donner des... c'est des étoiles, tout ça, là, vous êtes le bienvenu, tout ça, ça aide beaucoup au podcast là, pour que ça fasse connaître. Mais si vous voulez trouver une autre manière spéciale, je vous invite à donner un don au podcast de 10$ au plus. Et dans le fond, là, moi, je vous récompense avec la rétrospective là, des Retours vers le futur. Puis c'est ça dans le fond. Puis quelque chose que j'ai un peu peut-être ajusté. Si des fois vous êtes prêt à peut-être donner là, je l'offre toujours aussi dans le fond là, la rétrospective là, ou si maintenant vous voulez que je couvre un film à vous proprement, donnez un 10$ au podcast, puis vous me dites quel film que vous voulez que je couvre. Si, mettons, vous donnez un 20$, je vais couvrir 2 films. Et si vous couvrez, si vous me donnez un 25$ pour encourager le podcast, je couvre 3 films de votre choix. Fait que ça aussi, c'est toujours en vigueur, dans le fond. Puis, je vais rajouter la rétrospective là, de Retour vers le futur au travers de ça pour encourager, dans le fond. Là. Fait que ça va ensemble. Là. Fait que, dans le fond, c'est 6 films. La rétrospective des Retours vers le futur, dans le fond, sont à vous. Ça ne tombera jamais dans le feed normal. C'est vraiment juste exclusif aux personnes qui font les dons de 25$ ou plus au podcast. Ou si vous voulez juste donner un 10$, dans le fond, la rétrospective de Retour vers le futur est à vous. Alors, selon IMDb, voici le synopsis. Arthur Fleck est interné à Arkham en attente de procès pour ses crimes en tant que Joker. Tout en luttant avec sa double identité, Arthur tombe non seulement sur le véritable amour, mais trouve également la musique qui a toujours été en lui. Fait que, bien sûr, c'est ça. Comme le synopsis dit, on a une double identité. Il va y avoir un combat, dans le fond, un combat interne du personnage de Arthur Fleck. Puis, tu sais, chose que je pense qui est quasiment important de comprendre avec le film tout en partant. C'est que on va nous en parler. Il y a vraiment le Joker et Arthur Fleck, 2 personnes à l'interne. Puis de comprendre qu'Arthur Fleck, c'est pas le Joker. Puis je trouve qu'on va peut-être un peu jouer avec ça aujourd'hui. On va parler aussi de vision des gens, de comment que les attentes, dans le fond, que quelqu'un qui comme le personnage de Harley Quinn, qui voit Arthur Fleck se disant que c'est le Joker, puis que dans le fond, elle a comme des attentes envers lui, puis que de tout d'un coup, il se rend compte que c'est pas nécessairement la personne qu'elle s'était imaginée dans sa tête, ou que en tout cas, c'est cette partie-là de lui, là, c'est pas exactement ce qu'elle pensait, mais c'est ça, on va jouer beaucoup avec ça, puis ça va être pas mal tout là-dedans, là, tout enveloppé là,
d'une esthétique de comédie musicale qui va être un peu nouveau au podcast, mais pas à 100%. Là. J'ai déjà fait un film, je pense, dans le passé, là, Rockstar, l'année passée, où on avait de la musique, là, mais on va faire ça en hommage, là, surtout là, dans les années là, 60. On avait des films avec Frank Sinatra, le Dean Martin, Joey Bishop, Peter Lawford, Angie Dickinson et Sammy Dales Jr. En tout cas, on fait ça là, en tant que tel là, dans ce style-là, mais c'est ça. À quelque part, là, c'est l'histoire, là, dans le fond, pour le film du Joker 2. Alors, le film, moi, je l'ai vu en avant-première le jeudi soir, puis je l'ai réécouté ce matin. Puis ce matin, on est mais dans le fond, on est samedi après-midi, là, fait que je l'ai réécouté ce matin. Fait que juste vraiment, il y a une bonne distance un peu entre les deux. Là, il y a une journée et demie. Puis quelque chose que je pense qui était important, dans le fond, là, d'avoir un peu le temps que ça mijote. Puis après ça, quand j'ai repris mes notes là, en l'employant ce matin. C'est là où je pense que j'ai pu un peu plus mieux apprécier le film. Je suis pas en train de dire que je vais endosser le film, mais je trouve que c'est un film, contrairement à beaucoup, je pense que des fois, on a besoin d'une deuxième écoute. Et celui-ci avait besoin là, de deuxième écoute. Alors, le film ouvre avec une petite introduction, le Looney Tunes, Warner Brothers, dans le fond, qui fait un peu un rappel là, à ces bandes dessinées, dans le fond. Ça a la musique, justement, là, de Bugs Bunny, là, les Looney Tunes et tout ça. Mais c'est un comique là, du Joker, dans le fond. Puis ça va représenter beaucoup le film, dans le fond. Tout le comique en tant que tel, là, il est fait là, par Sylvain Chomet, que lui avait fait là, les triplettes là, de Belleville. Puis c'est ça. Fait que lui, dans le fond, toute la mise en scène de ça, c'était peut-être genre une minute au début. Là. Comprendre que, comme un peu la fin du premier film, on avait Arthur Fleck, puis que là, il a pris comme une personnalité du Joker, puis que finalement, tu sais, il est devenu totalement le Joker, puis c'est le Joker qu'on a arrêté. Puis que, tu sais, on voit que Arthur Fleck était, il disparaît carrément dans le Joker. Fait que c'est là qu'on retrouve notre personnage là, de Arthur Fleck qui revient, qui est toujours joué là, par Joaquin Phoenix. Ce qui va être le fun de Joaquin Phoenix, en tout cas, je ne sais pas comment je vais l'appeler pendant le podcast, là, je pense que vous allez être capable de me suivre là-dessus, mais c'est que tout le personnage aujourd'hui, c'est tout le temps ce que j'ai peur un peu là, dans les suites. C'est tout le temps le côté qui ait trop de clichés, tu sais, comme pour serrer, puis toutes les plusieurs affaires là, qu'il faisait dans le premier film. Je trouve qu'on va juste avoir un peu, peut-être un peu ralentir là-dessus. Tu sais, oui, il veut tout le temps fumer. Puis oui, une fois de temps en temps, il va rire, mais ça va toujours être organique quelque part. Tu sais, je pense que c'est 2 ou 3 fois qu'il va rire dans le film, car c'était souvent dans le premier film. Souvent, quand on fait une suite, on s'arrange pour beaucoup faire l'emphase pour essayer de juste de dire, bon, ben, on fait la suite du premier film, mais tu sais, c'était un peu la marque de commerce, mettons, là. Puis, je trouve qu'aujourd'hui, ben, je trouve que c'est organique. À chaque fois qu'il se met à rire, ça a tout le temps du sens. Puis il n'y a rien qui est forcé. Tout dans la performance là, de M. Phoenix. Puis je remarque tout de suite dans son personnage. Il y a une genre de sympathie un peu qui dégage. J'ai réécouté le premier film quelques jours avant d'écouter le nouveau film là, pour juste me rembarquer dedans. Puis c'est toujours un merveilleux film. Là. C'est vraiment un très très bon film. Puis de continuer avec ça, c'est sûr que c'est totalement différent, mais je sens qu'il n'y a pas une différence dans le personnage. Il y a vraiment une continuité. Puis M. Phoenix, même s'il y a 5 ans de différence avec les films, je sens qu'il on dirait qu'il a fini le premier film puis qu'il est rentré là, dans la suite.
Puis aujourd'hui, j'ai absolument rien à dire de toute sa performance. Là. J'ai absolument rien à dire. Je retrouve Arthur Fleck qui était comme ça, en suspension ces 5 dernières années. Fait que lui, c'est ça, tu sais, dans le fond, il est enfermé à Arkham slash Alcatraz, qui va avoir été utilisé, là, en tout cas pour l'extérieur, dans le fond, là, pour voir où ce qu'elle est. On va voir quand même qu'il y a beaucoup de New York, là, c'est clairement filmé à New York. Peut-être pas quand on a filmé, là, ça doit tout être des plateaux, mais on a filmé à l'entour de New York là, pendant le film. Mais c'est ça, fait que lui, Fleck, c'est ça, comme j'ai dit tantôt, le comic lui montrait là, un peu là, l'aspect général de où on était rendu et qu'est-ce qui s'était passé. On voit qu'il y a beaucoup une double personnalité, même son avocate. Dans le fond, on se prépare pour aller en cours pour le défendre, dans le fond. Son avocate, elle va forcer beaucoup à ce qu'il y ait qu'ils comprennent qu'ils ont une double personnalité, que la personnalité du Joker, c'est cette partie-là maléfique qui est en lui, mais le côté là, de Fleck, lui, il est très... il est pas méchant, c'est ça qui va être pas mal la différence. Puis ça c'est une affaire que je recommande à toutes les personnes qui n'ont pas écouté le film à date, puis qui vont rentrer dans le film. Ben, si vous écoutez le podcast, là, vous allez savoir tout ce qui se dit là, pour tout le film au complet. Mais j'ai parlé à une couple de personnes là, qui m'ont demandé juste mon avis quand j'ai vu le film. Puis j'aime toujours rester sans spoiler. J'aime pas ça spoiler. Je veux pas me faire spoiler, puis j'aime pas spoiler. Puis la seule affaire que je peux dire, dans le fond, c'est de comprendre que c'est pas le Joker qui va aller se battre contre Batman éventuellement. Et que c'est... c'est la grosse notion qu'il faut comprendre. Là, quelque part, Arthur Fleck n'est pas une mauvaise personne, contrairement au Joker. Là. Fait qu'il n'est pas mal intentionné plutôt. C'est peut-être la meilleure manière de placer ça. C'est les deux choses que je peux dire. C'est ça. Fait que dans le fond, on voit que Fleck, avec les gardiens, ça va pas si mal que ça. Il y a un des comme le gardien principal là, qui est joué là, par Brendan Gleeson, que je vous parlais une couple de fois au podcast, là, mais que lui, ce gardien-là, il est un peu ami, en guillemets, avec. Dans le fond, personne n'est vraiment méchant. Arthur Fleck n'est pas un méchant gars, comme je dis, en tant que tel. Tout le monde est là le matin. Bon, ben, est-ce que t'as une blague à raconter? As-tu quelque chose à dire? Ils se foutent de lui un peu. Il y en a un qui va avoir un autographe, puis ils savent que dans le bout de ligne, il va se faire. Dans le fond, il va être condamné à mort. Puis que, quelque part, s'il y a son autographe, ben, il va devenir... il va avoir de l'argent, dans le fond. Fait que, le monde abuse de lui, mais lui, un peu de nos côtés, il veut fumer, mettons. Fait que, il va trouver une blague, il va dire quelque chose, puis quelque part, il va lui faire plaisir un peu. Fait qu'il y a un peu le donnant-donnant, là, mais c'est sûr que ça va tout le temps plus du côté des gardiens. Puis, il y a un bout où Fleck va dire une blague là, au gardien, puis, il va juste y dire quelque chose d'assez gentil, quelque part, merci pour la cigarette, puis il va lui donner une petite tape dans le dos, puis le gardien va juste comme il donner un coup sur la tête, là. Fait que, c'est pas mal cette scène-là qu'on peut juste comme penser un peu là, la relation. Là. C'est comme, je suis pas ton ami, mais je t'apprécie, mais dans le fond, tu vaux rien. Là. Fait que c'est comme ça qu'on y va. Mais c'est ça. Fait qu'il est dans dans le fond, c'est la routine à tous les jours. Dans le fond, il est détenu. Là. Dans tout ça, ben c'est ça. Il va être transféré à l'aile B, où c'est un aile qui est moins gardé, j'imagine. Puis il va avoir le regard là, sur quelqu'un qui va... il y a quelqu'un qui l'attire là, quand il entend un groupe de musique ou de musiciens chanter. Puis finalement, c'est là qu'on va apercevoir là, le personnage là, de Harley Quinzel, Lee, en tout cas, il y a toutes sortes de noms. Là, fait que je ne sais pas comment je vais l'appeler. Je vais peut-être l'appeler Lady Gaga. Je vais peut-être dire Harley, je vais peut-être dire Lee. En tout cas, c'est toute la même personne.
Lady Gaga qui fait son amour, dans le fond, dans le film, bien sûr, Harley Quinn et Joker, c'est un couple, mais tu sais, c'est un couple qui est brisé. Tu sais, je trouve ça plate un peu d'un côté, parce que c'est un personnage qui est apparu comme dans les aventures de Batman dans les années 90, puis que là, dans le fond, c'était comme son bras droit. Puis là, ben, on n'a pas ben de films de Batman, ou plutôt de Joker avec Harley, puis qui sont tout le temps un personnage uni, tu sais. Puis, ben, je pense que dans le premier Justice League, pas Justice League, le premier... en tout cas, l'autre avec les machins, le nom ne m'en revient pas. Là. Je pense qu'ils sont ensemble, mais il aurait fallu que ça se tienne un petit peu plus que juste un film où ils ne sont même pas ensemble bien longtemps. Là. Puis après ça, on avait Birds of Prey, puis après ça, il était cassé, puis tout ça. Fait que, en tout cas, ça serait le fun qu'ils mettent l'emphase, parce que, tu sais, on sait que Harley Quinn, c'est un personnage qui va avec le Joker, puis, tu sais, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, mais, tu sais, jusqu'à la fin du film, tu sais, ils vont briser. Là. Fait que, tu sais, à quelque part, je trouve que ça serait le fun qu'ils soient unis, là, comme qu'ils ont été pendant plusieurs années. Pas juste les dernières années, où ils sont toujours en train de briser dans toutes les moutures qu'on peut voir, là. Mais... c'est ça, la performance de Madame Gaga pour le personnage de Harley Quinn, honnêtement, je l'aime beaucoup aussi. C'est pas mal assez égal avec Arthur Fleck ou Joaquin Phoenix. Honnêtement, j'adore les deux dans le film. Là, je suis pas encore en train de parler de musique. Là. Je veux juste parler là, des personnages, de qu'est-ce qu'ils apportent là, comme présence d'écran. Là-dedans, ben, moi, Madame Gaga, en tant que telle, je suis pas un fan de sa musique. Ça, je veux juste mettre ça de même. Là. Ça me dérange pas, mais je suis pas. J'ai jamais écouté un album d'un bout à l'autre. Là. Je veux juste mettre ça clair. Je sais qu'elle a une carrière là, d'actrice là, depuis plusieurs années. J'ai commencé à écouter American Horror Story il y a un certain temps. Je pensais y arriver à elle, mais finalement, il paraît qu'elle est très excellente là-dedans, mais je me suis pas rendu à la saison parce qu'elle commence à apparaître. Mais je crois pas l'avoir vue. Honnêtement, là, en tant qu'actrice, là, peut-être qu'il y a quelque chose qu'elle a apparu rapide, là, mais sinon, j'ai passé à côté, là, je sais pas. Fait que là-dedans, ben, c'est ça. Le personnage là, de Harley Quinn, elle, est assez complexe un peu d'un côté. C'est comme elle est tombée en amour avec une image qui est le Joker. Elle va y parler un peu plus loin. Elle va dire bon, ben, j'ai vu le Joker à la télé. Puis, je suis comme tombé en amour. Je me suis dit, ça serait hot que ce gars-là, il fasse sauter la tête à Franklin Murray, je pense. En tout cas, le personnage de Robert De Niro là, dans le premier film. Puis, c'est ça, quelque part, ben là, il a fait sauter la tête. Fait que là, c'est comme être tombé en amour. C'est comme un peu un genre là, de coup de foudre sur le coup, là, mais c'est ça. C'est pas très, très simple, faut comprendre. Mais avec son obsession, à quelque part, ce que je peux comprendre, c'est qu'elle s'est trouvé un moyen là, de se trouver une plug puis rentrer à l'asile juste pour pouvoir, d'une manière, réussir à rencontrer Arthur Fleck. Fait que, elle a comme une fixation sur Fleck. Mais c'est ça, elle est tombée en amour avec le Joker. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Pourquoi que, à la toute fin, ben, ça marche pas. C'est que c'est elle. Puis dans ma réécoute, c'est ça que j'ai compris. À quelque part, je l'ai mieux vu. Elle n'a rien à foutre là, de Arthur Fleck. Elle veut le personnage du Joker qui en bout de ligne, qu'il n'y a pas de faille, qui va faire n'importe quoi, puis que toutes sortes de choses immorales ou n'importe quoi, mais tu sais, elle est tombée en amour avec ce personnage. Tu sais, quelque part, ben justement, ils vont faire l'amour à quelque part, puis elle va peinturer là, le visage en Joker d'Arthur Fleck. Elle dit, ben, je veux voir la personne que tu es vraiment. Fait que elle, c'est ça, dans le fond, dans sa psychose, ben, c'est ça qu'elle veut trouver. Elle veut trouver le Joker qui est comme caché au profond là, d'Arthur Fleck, puis elle veut faire en sortir de ça. Ce qui va contrer un peu avec l'avocat aussi, que l'avocat, lui, ce qu'il veut faire, c'est montrer au monde qu'il y a un problème de personnalité et que le Joker était comme un moment, juste un petit moment là, dans sa vie où il y en a eu trop, dans le fond. Là.
Fait que, tu sais, dans le fond, tu sais, c'est ça, tu sais, elle, on a comme deux personnes là, qui essaient de tirer Fleck là, d'un côté ou de l'autre. Puis c'est ça qui est un peu intéressant à voir là, pendant tout le film, là, de tout là, voir tout le tiraillement là, d'Arthur Fleck qui va ressombrer là, vers le Joker pour après ça sortir là, plus loin vers la fin du film. Fait que ça prend à peu près 20 minutes, là, ou 20-25 minutes. Là, c'est quand même assez long. Puis, tu sais, c'est pour un film qui se dit comédie musicale, ben, la plupart des chansons vont embarquer quand même assez organiquement dans le film. Tu sais, on n'a pas ça à partir de la première minute du film. Ce qu'on peut, à quelque part, où ce que Fleck arrive, puis il dit ben, qu'il y a un intérêt vers la musique, puis finalement, ben, c'est ça, il se ramasse avec Lady Gaga. Puis finalement, ben, tu sais, ils ont un peu une couple d'entretien ensemble, puis finalement, ben, il sait qu'il y a quelqu'un qui peut-être qui a vraiment un intérêt envers lui, là. Fait que éventuellement, il est en train d'écouter la télé, il y a du monde un peu qui rit de lui, puis il se retourne de bord, ben il dit bon, ben peu importe ce que tu dis, moi je veux dire, j'ai quelque chose au moins, il y a quelqu'un qui est en amour avec moi, puis moi seul. Fait qu'à quelque part, cet amour-là, ben, je peux l'apprendre par moi-même. C'est là que, dans le fond, qu'on entend un peu la première chanson. Dans la trame sonore, en bout de ligne, j'ai pas écouté la trame sonore à part. Là, j'ai une fin de semaine quand même assez chargée aussi. Il y a le temps que j'ai eu entre les deux films, mais bien sûr, j'étais un petit peu pogné là, dans mon horaire en tant que tel, là, qui a fait que j'ai pas pu écouter la trame sonore. Par contre, mais ce que j'ai pu comprendre, c'est que Lady Gaga, elle a sorti un album accompagnateur avec des chansons là, qu'elle a fait là, pour le film, mais je pense que c'est des réenregistrements. C'est pas qu'est-ce qu'on a fait pour le film, c'est juste vraiment quelque chose à part. Parce que la plupart, c'est tous des duos, tout ça. Puis ce que j'ai pu comprendre, c'est que Joaquin Phoenix n'apparaît pas du tout là, sur son album. Là. C'est Harlequin qu'elle l'appelle, là, ou Harlequin, ou plutôt. Là. Mais pour la trame, là, en tant que telle, là, bien sûr, c'est ce qui ressort. Là, c'est pas vraiment là, la musique qui est composée, c'est vraiment là, la musique qui est performée là, par Joaquin Phoenix et Lady Gaga. Fait que je mets ça là, pas mal tout de suite. Je parlerai pas bien encore de musique là, d'ici la fin du film. Là, peut-être à quelques petites affaires, mais pas nécessairement pour parler de la musique. Je suis pas vraiment un amateur de jazz et de blues. C'est pas vraiment mon genre. Dans les films, des affaires de même, ça me dérange pas quand on est pour une question de ton, des affaires de même. Là, je suis capable d'accepter ça sans problème. Là. Dans le film aujourd'hui, ce que je vois beaucoup aimer, puis contrairement à beaucoup de pourquoi que je suis pas capable de m'asseoir devant une comédie musicale, pourquoi j'ai vraiment de la misère à m'asseoir devant, c'est souvent parce que c'est comme des fois c'est enregistré d'avance, puis dans le fond on fait juste comme jouer on fait du lip-sync en bout de ligne. Puis dans le fond, ce qu'on fait pas dans le film aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment quelqu'un, on a un pianiste qui est en dehors, qui est pas visible dans le fond à la caméra, mais qui a un pianiste qui est là pour accompagner les acteurs, pendant qu'eux autres vont chanter, puis dans le fond, ils vont y aller à leur sentiment, dans le fond, ils vont un peu plus vite, un peu plus lent, n'importe quoi, fait que le pianiste, il est là pour suivre, puis ça a l'air que c'était vraiment un cauchemar, là, dans le fond, là, pour éditer le film, parce que là, dans le fond, on a pas mal une prise live de leur musique, puis ça paraît à quelque part, puis il y a un effort qui est fait là, pour les deux acteurs, dans le fond, pour apporter leur touche sur le moment, puis comprendre que l'acteur ou le personnage n'est pas un chanteur. Fait que il y a beaucoup d'imperfections, puis même Madame Gaga, elle dit, c'est à quelque part, elle a une voix remarquable, c'est pas parce que je l'écoute pas que je peux pas comprendre qu'elle a une voix remarquable, et qu'à quelque part, ben, elle va s'arranger pour comme un peu désapprendre un peu son style, puis désapprendre à chanter, tout carrément pour être capable de chanter
comme Harley Quinn, puis de qu'est-ce qu'elle a vit, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est un rôle qu'elle fait à quelque part, puis même dans sa performance, tu sais, c'est sûr qu'elle va avoir plusieurs, comme, modes, quelque part, tu sais, qu'il y a un bout où ils vont devenir comme un duo télévisé, puis tout ça. Ils vont devenir des bons chanteurs à ces moments-là, mais comme la première scène, c'est comme un peu lancé comme n'importe quoi, puis je pense que c'est ça qui fait le charme, que je suis capable d'être intéressé à écouter qu'est-ce que je vois à l'écran, puis pas juste n'importe quoi, là, des trompettistes qui sortent de n'importe où, puis tu sais, c'est des affaires qui me tuent là, dans une comédie musicale ou n'importe quoi, là, que ça sort tout de n'importe où, puis pour la générale, la plupart là, de tout ce qu'on a du film, c'est du monde que on pourrait quasiment se demander si ça leur passe dans la tête aussi. Ben, comme la première scène, je pense que ça se passe dans la tête d'Arthur Fleck. Je ne crois pas qu'il s'est promené là, dans la salle là, ou dans la cafétéria là, où il est en train de regarder la télé. Là. Mais c'est ça. Pour la plupart, c'est juste le côté que ça a vraiment de l'air d'être fait live, puis de la performance. Là. Fait que toutes les imperfections, là, c'est vraiment ça que je fais qui me garde là, sur place. Puis les chansons sont pas trop longues. C'est aussi, il faut le dire, c'est pas éternel, c'est quoi, une minute et demie. Il n'y a pas tout d'un coup, on arrête pendant 5 minutes pour une chanson qui ne termine pas. Je pense qu'il n'y a aucune chanson là, qui dure plus qu'une minute et demie là, dans tout le film, ce qui est un gros plus. Fait que dans tout ça, ben, on a le rameau. Tu sais, tout le deuxième acte, là, dans le fond, où on s'en va là, vers la cour, c'est tout vraiment le tiraillement là, dans Arthur, que, dans le fond, qui va s'en aller là, vers le personnage du Joker. Il va avoir des moments intimes avec Harley Quinn, qu'elle va être libérée. Puis ça, je le comprends pas. Je pense que c'est une des seules affaires. Il n'y a pas grand scénario. Il faut s'entendre dans le film. Si on va là pour le scénario, le premier film avait beaucoup plus de scénario, beaucoup de choses qui se produisaient quand même, sans être surchargé, mais en tout cas... Le film d'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Dans le fond, là, ça se limite pas mal. Il faut comprendre que le film va se passer pas mal, tout se dérouler dans la cour. C'est pas mal ça, la cour juridique. Puis, il va y avoir des à côté, mais tout la grosse partie du film, c'est tout le temps là, une question là, d'avoir des témoins et des affaires de même. Puis, on rajoute des scènes alentour de ça, mais... c'est pas ce que je m'attendais du premier coup. Je pense pas qu'il y a grand personne qui s'attendait à ça, quelque part, que c'est vraiment le noyau du film, c'est tout là-dedans, c'est tout un peu le côté peut-être qu'on peut avoir comme idée que Arthur Fleck va être finalement libéré pour une cause qui va être ou qui va réussir à sauver, n'importe quoi, mais on s'attend que peu importe ce qui va se passer à la cour, ben, il va... quelque part, ça finira pas là, dans le fond. Là, c'est pas là, genre, à partir d'une demi-heure du film, puis qu'à 1h30, on est encore là à la cour. Là, je pense pas que personne peut s'attendre à ça. Mais là-dedans, ben... ce qui est le fun, c'est qu'on est introduit au personnage là, de Harvey Dent, qui, je m'attendais pas vraiment à le voir. T'sais. Dans le premier film, on avait montré quand même le personnage là, de Bruce Wayne. Tous les Wayne, dans le fond, c'était des personnages qu'on voyait à l'arrière. Mais... aujourd'hui, ben c'est ça. On va se concentrer à mettre un peu d'autres personnages à l'arrière. Il y a un bout, je pensais que c'était peut-être le Sphinx ou quelque chose de même, là, le Riddler, mais finalement, je pense que je vais en reparler de ce personnage-là un peu plus tard dans le film, à la toute fin, mais je pensais qu'on allait peut-être avoir vraiment d'autres, peut-être éventuellement pingouins, des affaires de même, juste des clins d'œil, quelque chose de même. Mais ça va pas mal se limiter à ça là, pour le personnage de Harvey Dent. Fait que là-dedans, ben, ce que je comprends pas, c'est que Lady Gaga, elle va avoir été libérée parce que c'est ça, elle a de l'argent, finalement. Elle a laissé le faire croire à Arthur que elle vient du même quartier, que dans le fond, son père est mort, puis dans le fond, elle a un passé là, très sombre. Et finalement, elle est riche, puis ses parents sont vivants, puis elle a étudié en psychologie. Dans le fond, le personnage de Harley Quinn a étudié, c'est une psychologue. Fait que c'est comme si tout est placé quand même. Mais là-dedans, ben c'est ça.
seule question que je me pose, c'est pourquoi elle a été libérée. Elle a quand même mis le feu à toute une aile de Arkham, à quelque part, tu sais. Fait que elle est libérée, mais elle a comme fait un crime, là. Tu sais, je sais pas, là. Il y a quelque part là-dedans là, qu'on a oublié ça. Mais bon, tu sais, elle est très riche. Peut-être qu'elle a juste acheté là, sa sortie là, à quelque part, là. Tu sais, on éteint ça, puis tu sais, elle donne... une coupe de 1000 ou de milliers là, à qui de droit, dans le fond, pour effacer ça. Ou peut-être qu'elle va avoir un autre tour en cours elle-même, tout ça, pour Brie, mais pas nécessairement pour être incarcérée. Là. Mais, en tout cas, je pense qu'elle aurait besoin d'être incarcérée tout court. Là. Pareil, là, il y a un petit moment pareil, à quelque part, tu sais, bon, elle est riche, puis à quelque part, elle doit casser une fenêtre pour voler une télé. Tu sais, il y a des affaires qui font pas de sens. Tu sais, avant qu'on sache qu'elle est riche, tout ça, tu sais, on peut comprendre que, OK, c'est beau, elle va casser une fenêtre, puis elle va voler une télé, mais, tu sais, bon, elle est peut-être kleptomane ou quelque chose de même aussi un peu, là, tu sais, ou pyromane ou quelque chose de même, là, tu sais, je sais pas exactement, là, une couple de maladies, là. C'est sûr qu'il y a des affaires qui vont pas droite là, dans sa tête, là, quelque part, mais on s'attarde pas tant que ça au personnage de Harley Quinn. Elle est là pour vraiment contrer Joaquin Phoenix, elle est là pour faire comme un but pour Joaquin, mais pas de... En tant que tel, c'est tout. T'sais, pour son personnage en tant que tel, elle n'a pas grand-chose à l'apporter, à part la chanson, puis à faire un duo avec Arthur Fleck. Ben c'est ça. T'sais, je veux dire, en tant que personnage, on ne la connaît pas en tant que tel. Il manque encore un peu de bout là-dedans. Fait qu'on a la cour. On va avoir des témoignages là-dedans. C'est sûr que c'est tout contre Arthur Fleck. Dans le fond, le premier témoignage, on essaie là, de juste, on a quelqu'un, un docteur qui arrive puis qui dit qu'il a gardé le dossier, il a pris à peu près 2 heures, puis dans le fond, on va le corriger, qu'il a pris 1h30, que dans le fond, il n'a même pas gardé comme tout l'antécédent là, de comment que Arthur a grandi. Dans le fond, ça n'a jamais été pris en considération, qu'il a été battu, qu'il a, dans le fond, toujours été négligé par la ville, puis toutes sortes d'affaires. Puis dans le fond, on arrive avec un verdict, là, le médecin là, arrive pour dire, bon, ben non, il est en train de faire à croire qu'il y a une double personnalité, tout ça. Puis, tu sais, dans le fond, là, ça tient pas de bout. L'avocate a vraiment une bonne route, une bonne piste, dans le fond, pour le faire sortir de là. Mais avec le côté là, de Harley Quinn, que dans le fond, elle essaie de faire sortir le côté Joker, qui n'est pas tout à fait le bon pour Arthur Fleck. Mais c'est ça, c'est peut-être l'attirance, le côté, le désir charnel ou quelque chose de même, là, dans le fond, qu'il y a quelqu'un quand même qui est prêt dans le fond, là, qui est prêt à se donner pour Arthur Fleck. C'est sûr que, tu sais, lui, c'est ça qui s'est passé dans le premier film, c'est qu'il n'y avait pas d'amour de personne du tout. C'est ça qui l'a fait casser, dans le fond, puis qui a dit, bon, ben, tu sais, j'ai plus rien à perdre, il y a personne qui m'aime dans ce monde, fait que, tu sais, il n'y avait plus rien à perdre, puis finalement, ben, tu sais, c'est pour ça qu'il s'est comme fâché, il s'est révolté contre la société. Mais, tu sais, c'est comme un couteau double tranchant, dans le fond. Quand on pense à ça, Lady Gaga, que elle, le fait qu'il s'envoie vers elle, ben, dans le fond, il va perdre un peu comme la notion ben, tu sais, il va se condamner lui-même à quelque part. Là, c'est comme c'est quasiment un rond là-dedans. Là, on en revient là, dans l'idée. Mais si maintenant il ne l'aurait pas rencontré, probablement qu'il aurait réussi à sortir de là, puis il y aurait eu peut-être un rétablissement, tout ça. Mais il serait peut-être perdu aussi là, à quelque part. Mais bon, c'est comme il n'y a quasiment pas un scénario gagnant là, pour Arthur Fleck. Ce qui est vraiment triste à quelque part. Parce que il y a vraiment tout un mauvais hasard qui a été placé alentour de lui, une damnation.
qui fait qu'il s'en sortira jamais, dans le fond, parce qu'on va voir son dernier souffle à la fin du film, là. À moins qu'on ait un troisième film puis qu'on le réanime juste après, là, qu'on continue 5 minutes plus tard, qu'il est dans l'ambulance puis que je sais pas qu'est-ce qu'on fait, là, on y rebroche les intestins ensemble, je sais pas qu'est-ce qu'on ferait, mais il est clairement mort à la fin du film, puis c'est ça va être ça jusqu'à la fin de sa vie, puis c'est vraiment triste quand on pense à ça. Fait que on a le spécialiste, là, c'est sûr que lui, dans le fond, là, il est là pour vraiment essayer là, de montrer qu'Arthur Fleck, il est fou, puis en bout de ligne, il était conscient là, de les actes qu'il faisait. On va apporter aussi Madame Kane, qui, je ne sais pas si je l'avais noté là, dans le premier film. Dans le fond, c'était sa psychologue ou sa travailleuse sociale qui prenait des notes, dans le fond, qui essayait de le guider, là, puis que, en tout cas, elle était là dans le premier film, tout court. Madame Kane, Bob Kane, c'est dans le fond le créateur de Batman. Puis, c'est ça, elle, dans le fond, elle va apporter là, le journal intime de Arthur Fleck, où lui prenait des notes, dans le fond, pour faire... il mettait toutes sortes d'affaires, là, on voyait dans le premier film. Fait que, tu sais, en bout de ligne, ça ne l'aide pas à sa cause. Qu'on est toujours en train de quand même arriver et dire qu'il y avait toujours un peu des pensées sombres. On a le personnage là, qui était joué par Zazie Beetz dans le premier film, qu'on pouvait se demander, étais-tu décédé ou pas? Est-ce que Arthur les avait tués ou pas? Dans le fond, on dit qu'il a tué 6 personnes. Dans le fond, il y avait les 3 personnes dans le métro. Il y avait le personnage là, de Robert De Niro. Puis je pense qu'il y avait du monde un peu sur le plateau de tournage, puis c'est tout, dans le fond, les 6 personnes qu'il a tuées. Non, c'est vrai, il y avait un autre personnage là, qui travaillait avec, qui a tué, fait que ça fait 5, puis sa mère, c'est ça fait 6 personnes. Fait que c'est ça, le personnage de Zazie Beetz, c'est ça. Fait qu'on découvre qu'il ne l'a pas tué, fait que, tu sais, même si... ça joue un peu dans le côté grisâtre, dans le fond, parce qu'en bout de ligne, elle ne peut pas beaucoup apporter, mais elle va quand même aider sur le côté de dire qu'il y a eu un mauvais encadrement. Puis, dans le fond, il y a comme un peu une porte de sortie à quelque part. Au moins, il y a du monde qui sont un peu sur son côté, puis que, c'est ça. Ça le ramène un peu entre les deux, mais en même temps, Arthur, ça joue toujours dans la tête, là, où il y a quelqu'un qui l'aime, tout ça, puis après ça, qui de plus ressortir son côté Joker, puis d'avoir confiance en lui-même, puis de pouvoir prendre le contrôle de ça. Fait qu'éventuellement, c'est ça, il va faire une mauvaise affaire, dans le fond, il faut se le dire. Il va renvoyer son avocate. Et que dans le fond, c'est ça, à la toute fin, il va revirer de bord, il va peut-être comprendre là, que c'était la mauvaise affaire à faire, mais il va virer là, son avocate. Et il va décider qu'il va prendre ça entre ses mains. Puis, Harley Quinn, elle est là à justement dire c'est ça, t'es capable de tout faire. T'es le Joker, tout ça. Fait que lui, c'est ça. Ça lui donne une assurance. Puis, en même temps, il est plus gêné. Il est tout ouvert. Tout ça. Ça va jouer un peu contre lui quand il va retourner à Arkham. Dans le fond, les gardiens vont le battre. Puis c'est vraiment pas bon pour lui quelque part, mais ça va le faire réfléchir un petit peu là-dessus. Sinon, on a aussi là, le personnage de Puddles là, qui va être interrogé aussi, puis que je pense que ça aussi, ça va jouer beaucoup dans la tête, que finalement, il y a quand même quelqu'un d'autre qui tenait aussi au personnage là, d'Arthur, que dans le fond, que lui, c'est un nain, ou une petite personne, là, je le bon terme exactement, là, je ne veux pas offusquer personne du tout, mais que dans le fond, il l'avait laissé vivre, il voulait vraiment pas de mal. Puis c'est ça que ça montre que quand même que Arthur n'est pas une mauvaise personne. Dans le fond, il s'est juste révolté
contre les gens qui n'aimaient pas. C'est pas mal ça. C'est un peu révolté contre la ville, un peu, puis comme un peu tout, mais à quelque part, c'est plus qu'il n'y avait rien à perdre, mais pas nécessairement. Il n'en voulait pas à tout le monde. Il n'est pas viré meurtrier à la toute fin. Oui, mais pas sur n'importe qui, à quelque part. Là. C'était tout spécifique, à quelque part. Puis des gens qui rient de lui, puis des affaires de même, c'est ce qui était le personnage là, qui était joué par Robert De Niro. Là. Mais c'est ça. Fait que dans tout ça, puis Arthur il décide là, qu'il va se représenter par lui-même. Puis, tu sais, j'étais là, la première fois, là, ça me tournait dans la tête. Puis finalement, j'ai pas pensé parce que je prends pas de notes la première fois là, au cinéma. Mais la deuxième fois, j'écoutais l'interprétation de Joaquin Phoenix quand il est en train d'interroger Puddles. Puis ça me faisait beaucoup penser à Mark Hamill dans sa version là, du Joker, dans sa voix, tout ça, que Mark Hamill faisait la version animée là, du Joker. Puis, en tout cas, il y a vraiment une couple de fois qu'il parle, puis il sonne vraiment comme Mark Hamill. Fait que, tu sais, je pense que c'est une manière pour dire il est le Joker, puis c'est lui qui se représente. Mais le Joker ne fonctionne pas là, dans le système là, de bureaucratie, à quelque part, le système juridique, plutôt, faut comprendre qu'il ne marche pas, puis c'est ça, à quelque part, là, ça ne marchera pas, parce qu'éventuellement, le verdict va être tombé, puis il va tomber coupable, ce qui n'aurait pas tombé coupable, probablement, s'il avait gardé son avocate. Alors, on arrive à la fin du procès, puis dans le fond, c'est comme le dernier jour où le juge demande là, est-ce qu'il y a des choses à rajouter. Puis dans le fond, c'est la dernière fois où on peut, dans le fond, témoigner au jury, puis dans le fond, dire des affaires là, pour essayer de plaider la cause dans chaque sens. Et c'est là que Arthur se rend compte qu'en bout de ligne, ça va nulle part, là, le Joker. C'est là que... Tu sais, quand on se dit on va voir le Joker, puis on se dit on est dans le monde de Batman, puis tout ça, puis ça peut être étrange pour les gens d'arriver puis se dire, ben là, tu sais, c'est quoi, là, c'était juste le Joker à vraiment petite échelle, dans une salle, dans une cour, tout ça, tu sais, puis là, à quelque part, qu'il va carrément dire, ben là, tu sais, il n'y a pas de Joker, puis, tu sais, lui, il est Arthur Fleck. Dans tout ça, bien sûr, Lady Gaga, elle là-dedans, ça la détruit. Elle va se lever là, de l'audience, puis elle va juste partir carrément. Elle, dans le fond, a tout compris, à quelque part, que là, le Joker n'existe pas. Puis éventuellement, il va se ramasser face à face. Il va avoir vraiment une rupture de sa part. C'est vraiment... c'est ça, elle va partir, puis ça va finir là pour elle. Fait que c'est pour ça, en même temps, je dis, on ne sait pas exactement là, c'est qui ce personnage-là. Mais, tu sais, je fais un bond en avant, là, à quelque part, là, éventuellement, on va se ramasser là, dans l'escalier là, du premier film. Puis c'est là, c'est comme visuellement, c'est comme l'image du premier film, puis que là, ça termine là pas mal au deuxième film. C'est vraiment bien choisi. À quelque part, elle a dit qu'elle était enceinte, puis c'était un mensonge ou pas. Ça, moi, honnêtement, je pense peut-être que c'est un mensonge. Honnêtement, mais tu sais, ça tient rien, dans le fond. Tu sais, si ça l'était, elle va se faire avorter, quelque chose de même. Tu sais, je sais pas. Tu sais, honnêtement, là, je pense que c'est un mensonge là, parmi milliers. Puis elle aurait supposément aussi là, loué l'appartement qu'il était dedans. Tout ça, elle était comme obsédée par lui, mais sinon, il y a un bout qui est prêt à s'enlever la vie. Peut-être que si, mettons, elle est enceinte, peut-être qu'elle a enlevé la vie là, à son enfant ou quelque chose de même. Là. Je veux dire, ça va pas bien dans sa tête, elle aussi. Là. Fait que, en tout cas, c'est ce que je me dis à quelque part. Y a-t-il une suite pour un spin-off? Je vais laisser ça de même là-dessus.
pour si on veut faire un Joker 3, ben, que ça soit plus un spin-off, je le sais pas, à quelque part, si je veux vraiment avoir plus. Mais je pense qu'il y a de la place. À quelque part, elle a fait une bonne. Tout ce qu'elle a montré aujourd'hui, c'est merveilleux, tout ça, mais. Est-ce qu'on aurait quelque chose vraiment pour donner un film? Ben, je pense que oui, je veux dire, avec la même équipe, tout ça, pour continuer cet univers-là spécifique de spin-off de Batman déjà en partant. Là. Mais bon, seul l'avenir va le dire, mais le réalisateur n'est pas de retour pour une troisième pour l'instant, comme qu'il n'était pas de retour à la suite du premier film. Fait que, je laisse ça à ça, je veux dire, ça peut être n'importe quoi. Fait que je recule un peu en arrière. Ben c'est ça, Arthur Fleck, lui, se rend compte qu'en bout de ligne, le Joker ne va nulle part. Puis qu'en bout de ligne, ben, qu'il a tout foiré dans le fond. Son audience à quelque part, puis que c'est terminé, même le jury arrive, puis le condamne, le verdict qui est coupable pour toutes. On les entend pas toutes, là, toutes les personnes, là, mais dans le fond, on commence à entendre peut-être 3-4 personnes. Puis dans le fond, il est coupable. Puis finalement, il y a une bombe qui explose en dehors. Fait que tout le monde est pas mal sonné là, dans la salle d'audience. On peut remarquer quand même Harvey Dent qui a reçu un peu la moitié du visage, là, qui a reçu une éclaboussure un peu, tout ça. Il n'est pas carrément là, brûlé ou la manière là, qu'on sait qu'est-ce qui va arriver à Harvey Dent, qui va devenir deux faces, il n'est pas comme la moitié du visage, là, tout carrément scrap. Quelque chose qui peut probablement cicatriser. Là, il ne sera pas autant là, magané là, dans cette version-là, dans cet univers-là. À moins qu'il y ait vraiment un deuxième accident. Là. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui doit être le fun. À quelque part, le premier incident, vraiment la moitié de la face qui reçoit un peu de verre, peut-être. Je pense que c'est du verre, ça l'a coupé un peu partout. Mais on est loin de Tommy Lee Jones ou de Aaron Eckhart. Là, mais c'est juste ça. Je pense on va appeler ça un clin d'œil plus que d'autres choses. Fait que finalement, c'était des fanatiques, dans le fond, qui ont fait sauter le mur, qui voulaient aller le secourir parce qu'ils savaient qu'il allait se faire condamner. Puis, dans le fond, c'est ça, tu sais. Une fois que Arthur, quand même, a pris il s'est dit qu'il va devenir le Joker, quand il retournait à Arkham, tous les autres détenus et on virait au chaos aussi. Tu sais, dans le fond, il était beaucoup influent en tant que personnage du Joker, puis dans le fond, c'est ça, il y en a à l'intérieur, puis il y en a à l'extérieur, puis c'est ceux-là de l'extérieur qui ont réussi à le faire sortir en faisant sauter un mur. Ils vont l'apporter, mais lui, il n'est plus le Joker. Il est rendu Arthur Fleck, fait que lui, il va se sauver de là. En bout de ligne, il veut pas... c'est ça, à quelque part, jusqu'à temps qu'on voit la fin du film, puis que je pense qu'on a une réflexion sur le film. C'est ça, c'est pas le Joker dans l'univers de Batman, c'est pas lui. Fait que lui, il veut se sauver, il veut pas devenir le maître du crime organisé, c'est pas ce Joker-là. Fait que finalement, c'est ça. Il va se sauver vers chez lui. Je sais pas s'il allait essayer de rechercher Harley Quinn. C'est pas très clair. Mais c'est ça. À quelque part, c'est où est-ce qu'il s'en allait, quelque part. Mais en même temps, c'est ça. Oui, dans le fond, il dit c'est ça que là, il est libéré. Puis finalement, c'est ça. Elle va y briser le cœur. Elle va s'en aller. Puis la police va le rattraper finalement. Fait qu'il va retourner, bien sûr, enfermé. Puis il y a un gardien qui va arriver. Puis il va dire il y a un visiteur qui veut venir te voir. C'est qui, dans le fond, le visiteur? On ne le sait pas. C'est-tu Harley qui revient? C'est une porte ouverte. Je pense que ça aurait été le fun de finir de savoir que c'était Harley qui revenait à la toute fin, mais qu'il ne l'a jamais vu à quelque part. Ça aurait pas trop posé de questions, mais ça aurait peut-être été le fun. À quelque part que peut-être qu'elle, elle était prête un peu peut-être à partir dans une autre direction avec Arthur. Je pense que ça aurait été quelque chose.
peut-être que quand il va sortir en Blu-ray, ou en tout cas, on va avoir plus là, de savoir qu'est-ce qui a été coupé au montage. Peut-être qu'on va savoir, mais en tant que tel, c'est peut-être son avocate. Il peut avoir plein d'affaires. Là, que son avocate qui est revenu ou quelque chose de même pour le défendre pour autre chose. Je ne sais pas trop quoi. Mais c'est ça. Fait que dans tout ça, il va être appelé. Puis il va se ramasser dans un corridor. Puis c'est ça aussi, je me demande, est-ce que, dans le fond, on voulait l'amener dans un corridor pour qu'il y ait une confrontation avec un autre? Peut-être, je ne sais pas si les détenus peuvent se promener à un certain... ils peuvent se promener un peu partout, tout ça. Si, mettons, ils devaient rester avec les autres, puis là, dans le fond, puisqu'ils suivaient le garde... je me suis posé ça aussi comme question. C'est-tu les gardes qui ont décidé de le tuer aussi? Là, quelque part, c'est une possibilité aussi. Mais finalement, il va être approché là, par un autre détenu qu'on a vu un peu partout pendant le film. Mais on faisait juste le voir, juste pour qu'on le remarque. Puis, c'est ça. En tout cas, moi, ma théorie, c'est le Joker qui est là. Quelque part, il va lui dire une blague que lui, il a finalement rencontré pour faire, dans le fond, de comprendre la joke qu'il a posée. Qui a raconté à Arthur, ben c'est ça, en bout de ligne, il a rencontré son idole, puis que finalement, que lui, dans le fond, il l'a déçu, puis que dans le fond, tout ce qu'il mérite, c'est dans le fond de le tuer. C'est comme ça que j'interprète pas mal la scène finale, puis dans le fond, le Joker... lui, il va comme un peu va faire un peu comme Heath Ledger. Dans le fond, là, il va se couper là, les joues là, pour faire une plus grosse mâchoire. Là. En tant que tel, c'est comme ça que je l'interprète. En tant que tel, puis c'est ça. C'est comme ça que je peux voir ça. Fait que même en fait de temps puis d'âge, ça aurait du sens que ce soit ce personnage-là qui devienne le Joker plus tard. Il va plus être dans les âges à Batman parce que le personnage de Arthur Fleck est rendu quelque chose comme à 45 ans. Peut-être plus vieux aussi. Là. Fait que le temps qu'il se batte contre Batman, il va être rendu encore beaucoup plus vieux, 60, 65. C'est sûr qu'il n'y a pas d'âge pour se battre contre Batman, plus que c'est pas un adversaire physique. Mais bon. Jack Nicholson l'a fait aussi. Il était beaucoup plus jeune, puis il était quand même beaucoup plus âgé que Batman, mais en tant que tel, peut-être que Jack Napier là, dans Batman 89 avait peut-être plus 50 ans. Là, fait que si on met ça, là, Arthur Fleck, je pense que lui, il va se ramasser à 70 quand il va se battre contre Batman. Fait que ça marchait pas en tant que tel pour le film de 2019. Quand on pouvait penser à ça, mais c'est ça. Avec le film d'aujourd'hui, ben, on met ça pas mal clair que c'est normal que ça ne marche pas parce que ça ne sera pas lui. Mais ça va être lui qui va avoir influencé, dans le fond, le Joker, qui va avoir fait le mouvement de tout ça pour ça. Puis, ça rattaché à aucun univers. Honnêtement, j'aimerais ça que ça soit rattaché au pire à The Batman, quelque part, qu'on revoie ce Joker-là. Mais ça ne le sera pas, mais j'aimerais ça au pire. Au pire, on peut peut-être rattacher ça à celui-là de Heath Ledger, quelque chose de même. Mais ça reste que c'est un univers, c'est The Killing Joke, dans le fond, qui c'est une idée peut-être que le Joker vient de là. Mais ça l'est peut-être pas, on le sait pas. Ça, c'est juste ma théorie que, dans le fond, le Joker, c'est lui à la fin, mais c'était peut-être pas lui. Alors, en conclusion, les critiques ont été quand même assez fortes dessus. Dans le fond, beaucoup de déceptions sur le film. Encore une fois, je répète ce que j'ai dit au début du podcast. C'est un film qu'il faut l'avoir vu une fois, puis juste revoir l'avoir une deuxième fois. Je pense pas que c'est toujours une bonne idée pour un film commercial de devoir revoir un film pour le comprendre parce que on n'aura jamais du monde. Là. Je veux dire, à quelque part, le monde s'attendait à quelque chose, s'attendait à un Joker qui éventuellement va avoir un chemin, qui va finir main dans la main avec Harley Quinn. En tout cas, je pense que c'est ça. Puis que finalement, c'est vraiment pas ça qu'on a
dans le film aujourd'hui. Peut-être qu'on aurait pu justement mettre au moins Harley Quinn qui attendait à la toute fin. Je déteste pas le film, pas du tout en tant que tel. Puis moi, je vais l'endosser. J'étais pas trop sûr la première fois que j'ai vu le film. Mais que je l'ai revu ce matin, ben je suis pas mal confiant en quelque part. Je suis capable d'être en arrière de ce film-là. Malheureusement, ben c'est ça. Je lis beaucoup de critiques puis qui disent qu'ils vont jamais réécouter le film, tout ça, mais en revoyant le film, voyant comme tout comment que Lady Gaga est apportée dans le film, les musiques m'ont pas tanné la deuxième fois, rien. J'ai embarqué quand même dans cet univers-là. Il y a peut-être des fois où il y a un bout, c'est vraiment la grosse scène, là, il y a vraiment un gros montage musical à quelque part. Celui-là, je l'enlèverais, mais c'est le seul. Dans toutes les autres, que je les garderai à quelque part. J'ai pas de problème avec tout ça. Fait que la seule affaire que je crois qu'il manque pas, puis si mettons vous regardez là, dans le fond la longueur du podcast, normalement je fais des podcasts qui sont beaucoup plus longs que ça, puis j'ai beaucoup plus de choses à dire. Malheureusement, mais le scénario est quand même assez vide. Il n'y a pas grand-chose qui se passe dans le film, puis c'est là où, dans le fond, ce qui est souvent dans la longueur du podcast, ben c'est ça. À quelque part, il n'y a pas de scénario aujourd'hui. Puis c'est peut-être quelque chose qui est plate un peu, mais c'est aussi le format, que c'est une comédie musicale, puis essayer d'embarquer quelque chose là, de plus compliqué, plus complexe, à ramener beaucoup plus de chansons aussi. Puis, tu sais, c'est quelque chose que j'apprécie, c'est qu'il n'y a pas une chanson à chaque 2 minutes. Tu sais, ça prend quasiment une demi-heure pour qu'il y ait la première chanson. Puis, tu sais, après ça, ben, tu sais, c'est peut-être aux 10 minutes. Il y a quand même de l'histoire qui se passe au travers. Fait que ça devient pas tannant quelque part. Puis il n'y a pas vraiment une fois où je fais comme bon, il repart avec une chanson. Puis encore un autre. Puis tout ça. Il n'y a pas de moment de même dans le film d'aujourd'hui. Fait que, tu sais, c'est honnêtement, tu sais, la première fois, là, j'étais plus vers le jaune, honnêtement. Le jaune, puis tu sais, peut-être un peu vers le vert d'autre, mais, tu sais, j'étais un petit peu confus aussi. Tu sais, je m'attendais pas à ça, le film d'aujourd'hui. Je m'attendais peut-être à ce qu'il sorte, là, comme je dis. Puis qu'on aille là, l'adversaire. Puis tu sais, peut-être qu'on avait eu un bon saut dans le temps, puis que peut-être qu'on allait voir le Batman, quelque chose de même, mais c'est ça. C'est quelque chose qui manque un peu dans le film aujourd'hui. Mais c'est ça. Fait que ça donne ce que c'est. Mais redonnez une chance au film, puis regardez-le dans un autre œil. Puis ça fait changement de beaucoup des affaires de tous les autres films, puis même tous les autres films de DC. On apporte quelque chose. C'est ça qui est fort dans DC. Pourquoi je suis plus DC que Marvel. J'enlève rien à Marvel. Je suis capable d'apprécier les films. Capable, en tout cas. Vous m'avez entendu les 2 dernières semaines. J'ai pas trop apprécié le dernier Hulk. Mais... je suis quand même capable de faire chose à part là-dedans. Puis c'est ça, ben c'est quelque chose qui est différent, puis c'est ça qui est le fun. Fait que un bon verre. Pas à la hauteur du premier film, ça je veux quand même que ça soit clair. Mais c'est un film là, qui est compétent, qui est bien fait, puis qu'en tant que tel, ben avec même les têtes d'affiche, qu'est-ce qu'il apporte dans le film, ben c'est juste des plus. Dans le fond, on a pas mal toute la même équipe qui était là dans le premier film, l'écrivain, le réalisateur, puis les acteurs, puis beaucoup de caméos des acteurs qui restaient. Fait que, tu sais, tout le monde est revenu pour le film, puis en tant que tel, ben c'est pas une mauvaise affaire. Ça l'ajoute tout au film, puis ça l'aide à avoir une cohérence, puis la cohérence, ça marche. Là, ce qui est plate un peu, c'est qu'on a tué le personnage de Arthur Fleck. Fait que avoir un Joker 3, ça peut être pas mal compliqué. Honnêtement, je pense à la fin, la première fois que j'ai sorti, je pensais qu'on allait avoir vraiment le dédoublement du personnage, puis que dans le fond, que le Joker allait comme avoir ressorti d'Arthur Fleck. Puis c'était juste figuratif, dans le fond, qu'Arthur Fleck restait à terre, puis que Joker avait pris le total contrôle d'Arthur Fleck. Je pensais qu'il allait carrément se changer, qu'au pire, l'autre personnage était une version plus jeune de Joaquin Phoenix, quelque chose de même, là, mais qu'elle allait juste comme se morpher, là, carrément. Là, puis, en tout cas.
Finalement, ben, c'est quelque chose à part. Puis, c'est ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour un troisième film? Ben, ça pourrait être un spin-off avec Harley Quinn, mais honnêtement, je sais pas si je veux vraiment voir ça. Ça pourrait être intéressant, mais je sais pas qu'est-ce qu'on aurait à dire. Le personnage, oui, est psychopathe un peu ses bords, mais pas meurtrière, et pas, elle recherche quelqu'un, tout ça, mais éventuellement, je sais pas, à long terme ou quelque chose de même, là. Peut-être qu'elle va faire sa gang quelque part. Peut-être qu'elle va rencontrer l'autre personnage là, qui a tué Arthur Fleck. Peut-être qu'on pourrait faire ça, mais sinon, je vois pas vraiment l'intérêt pour faire un spin-off avec Harley Quinn. Mais peut-être qu'il y a quelque chose que je pense pas ou qu'on va arriver avec un nouveau scénario. Mais j'aimerais ça quand même que pas mal ceux qui étaient en arrière de la caméra reviennent pour un prochain film. Puis qui nous apporte quelque chose là, du même calibre là, qu'on a eu. Là. Oui, c'est un petit peu moins parfait que le premier film, mais c'est un film qui est quand même assez solide. Puis c'est plate à quelque part qui n'est pas reconnu. Là. Je regarde là, sur IMDb, on le cote en ce moment là, à 5.3. On s'attend à qu'il fasse quelque chose comme 40 000 ou 50 000 là, millions plutôt en fin de semaine. Puis on est loin de ça. Là. Il a fait pas grand-chose là, au moment où j'enregistre, dans le fond. Fait que, je m'attends à ce que ça soit un flop, puis c'est plate à quelque part. Ben, je pense que les critiques d'il y a à peu près un mois ont tué le film, où ce que vraiment on a dit que, il manquait des choses, tout ça. Mais c'est une comédie musicale, mais c'est ça. C'est pas une comédie musicale carrément le total de mur à mur. Puis je pense qu'il y a des gens qui devraient l'écouter avant de faire leur jugement aussi. Là. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Dans le fond, on termine ça avec ça, mais je vais vous parler, dans le fond, de les prochaines semaines. Qu'est-ce qu'on va parler, dans le fond, pour le mois d'octobre? On va continuer un peu là, dans le côté psychotique, dans le fond, où on va couvrir toute la franchise là, des films de Psychose, où on va faire, là, dans le fond, les quatre films originaux, le remake et la série télé, mais il faut comprendre qu'on va parler un petit peu là, de la dernière télésérie là, avec Vera Farmiga et son nom m'échappe, là, mais je fais vraiment un épisode spécifique sur Bates Motel, le pilote de 1987, qui était une série qu'il voulait lancer. C'est trop compliqué de vouloir couvrir la série au complet. Dans le fond, au prochain épisode, là, quand on va parler là, ça va être dans le fond, je vais parler là, du film de 1960 versus le film là, de 1998. Ça va être un podcast, dans le fond, qui va être... je vais parler de la série télé, là, je pense de 2010 à 2015, quelque chose de même. Là. Je vais en parler un peu au travers, mais je vais être joint par Félicia Vilches de Cinérum. À quelque part, Steven devait être là, mais il n'était pas là. Dans le fond, là, bien sûr, le podcast est déjà enregistré, dans le fond. Fait que la semaine prochaine, on va être deux, là, dans le fond, à parler là, de Psychose. Suite à ça, Christophe Lassens de Fantastica va me rejoindre pour qu'on parle de Psychose 2 la semaine suivante. Plus tard dans la semaine, on va parler de Bates Motel, dans le fond, comme j'ai parlé tantôt, de 1987. Ça va être un peu un saut dans le temps. Dans le fond, normalement, je fais tout chronologique, là, mais je voulais juste que ça fitte et que ça finisse à l'Halloween, dans le fond. Semaine suivante, Serge de TSLP va me rejoindre pour qu'on parle de Psychose 3 et je vais fermer tout seul en parlant de Psychose 4, The Beginning, à l'Halloween. Fait que c'est ça qui s'attend, dans le fond. C'est juste un mois de psychopathe, dans le fond. Puis c'est ça qu'on va parler. En même temps, je trouvais ça drôle parce que pendant le film aujourd'hui, il y a beaucoup comme quasiment un peu des clins d'œil aussi à Psychose. On parle de on ferait pas de mal à une mouche ou des affaires de même. Puis il y a des choses qui sont apportées justement dans Psychose. Fait que, tu sais, je voyais un peu des clins d'œil là-dedans, mais on va parler là, pas mal de ça là, dans tous les prochains mois, là, toutes les prochaines semaines, là, s'en allant là, directement à l'Halloween pour toute la franchise des Psychoses.
Fait que n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur le film d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez du film d'aujourd'hui? C'est-tu un verre pour vous? Une deuxième écoute? En tout cas, je souhaite en quelque part que ce film-là soit un peu mieux reconnu. Je trouve ça plate. Qui est vraiment là, descendu pour rien à quelque part. Peut-être juste le fait qu'il est une comédie musicale ou pas. C'est sûr que moi aussi, à quelque part, quand j'ai vu comédie musicale la première fois, j'ai fait comme ouf, je suis pas sûr. Quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, ben là, j'étais vraiment convaincu. Mais c'est ça. Je pense que beaucoup de gens sont restés sur la file de la comédie musicale, malheureusement. Mais n'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, si vous avez besoin de moi, allumez le mat signal. The pen is truly mightier than the sword. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. The very fate of our nation rests on the shoulders of Jonah Hex. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. What are your superpowers again? I'm rich. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger les épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. We're bad guys. Talking food. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. You can save a cow. You can save all of them. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. Le podcast a également besoin de votre support monétaire pour continuer. Avec un don de 10$ pour un ou 25$ pour 3 films non franchisés disponibles sur Netflix ou n'importe quel support nécessitant pas un achat, le podcast s'engage à couvrir votre choix dans les 3 mois pour vous remercier de votre don. Some days you just can't get rid of a bomb. En espérant vous voir au prochain épisode. We used to want to end war and bring peace to mankind. Why are you here? I'm here to fight for truth and justice in the American way.